petits-enfants un dessin animé, je crois. C'est bleu. C'est jaune. Ah, merci infiniment à tous ceux qui ont témoigné dans ce documentaire et sont revenus sur ces épreuves si terribles de leur vie pour aider les autres. Paul, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir témoigné dans ce documentaire. Merci d'être là ce soir. Votre fille, Cassandre, s'est donnée la mort il y a 14 ans. Elle avait 32 ans. Qui était votre fille? Comment était-elle? C'était la plus belle, c'est normal. C'était une artiste. C'était une artiste, fille unique. C'était notre fille unique. Je crois que c'est une spécificité aussi. Brillante, très douée. Brillante, très douée. Enfin, pour le dessin, mais je suis son père, donc forcément, c'était la plus belle, la plus forte. Mais c'était, oui, elle était très. Elle aimait énormément, dessiner. C'était sa vie. C'était vraiment sa vie. Voilà. Pendant les 5 dernières années avant son décès, elle a commencé à sombrer. C'est-à-dire comment dire, elle avait des accès de douleur. C'est très difficile pour un père de diagnostiquer le mal-être chez son enfant. On croit toujours que c'est quelque chose qui va passer, qui va être passager. Elle était sortie de l'adolescence. Ah oui, elle vivait sa vie, elle était indépendante, passé. Elle gagnait même très bien sa vie, elle était parfaitement dans le monde. Hein. C'était pas une jeune femme exclue du monde. Oui. Hein. Elle était totalement intégrée, sociable, beaucoup d'amis. C'est quoi? C'est des angoisses qu'elle avait? C'était quoi? Bon, elle a été diagnostiquée borderline. Donc elle a fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique. Avec des tentatives de suicide? Elle avait fait 2-3 tentatives avant, médicamenteuses. Et ce qu'il y a d'assez étonnant pour un papa, c'est que j'ai pas bien compris. En fait, c'est ça. Vous n'avez pas compris sa souffrance? J'ai pas compris sa souffrance. Je n'ai pas compris sa souffrance. Je le voyais, mais je pensais que c'était passager. Elle était brillante. Elle me semblait parfaitement, dans le monde, dans la vie. Donc voilà. Ça veut dire que quand elle faisait ses tentatives de suicide, vous ne pensiez pas qu'elle risquait un jour de faire une tentative réussie? Non, enfin, je me souviens d'une séance dans un hôpital parisien où son médecin traitant lui disait, et où nous étions, nous parents, admis, parce qu'il n'est pas très fréquent, et elle nous disait, ce médecin, nous disait, votre fille est borderline, si après 40 ans, il n'y a plus de suicide. Et je lui dis, oui, mais il y en a combien qui arrivent à 40 ans? Il y en a 10-15% qui vont se suicider. Et en sortant de là, j'ai pris ma fille dans les bras et je lui ai dit, mais c'est formidable. Parce que pour moi, elle ne pouvait être que dans les 85%. C'était tellement évident que... Parce que vous l'aimiez, c'était évident? Bien sûr. Mais ça, je pense que tous les parents qui témoignent, et j'essaie ici d'être leur représentant, c'est que nous avons tous vécu... alors, pas tous, parce que il y a plusieurs catégories. Hein. Il y a ceux qui ont vu leur enfant sombrer, et puis ceux qui n'ont rien vu. C'est quand même très différent. Et puis, dans les parents qui sont dans ce magnifique documentaire, il y a chaque parent a son histoire aussi. Donc, et puis, le décès d'un enfant de 14 ans ou 15 ans, comme on en voit, ou le décès d'une jeune femme de 30 ou de 40 ans. Ce sont des histoires différentes. Malgré tout, nous partageons ce chagrin. Et moi, je les appelle mes amis de chagrin, quoi. Voilà. Elle vous parlait ou pas de suicide? Oui, elle nous a parlé de suicide. Et qu'est-ce que vous lui répondiez à ce moment-là? D'abord, c'était inenvisageable. Hein. Il faut bien se rendre compte que, après coup, on peut se dire oui, mais peut-être que c'est inenvisageable, incompréhensible, impossible. Enfin, tous ces mots en un, on ne peut pas y croire. Parce que vous pensiez que votre amour suffirait à la protéger? Bien sûr.
tous ces parents qu'on voit dans le documentaire, tous ces parents, ils aimaient leurs enfants, c'est évident. Enfin, comment dire, il suffit de les entendre parler pour voir que tous ces parents aimaient leurs enfants. Mais l'amour n'a pas suffi. L'amour n'a pas suffi. Et donc, quand elle parlait de suicide, je me souviens bien, je lui disais, mais tu es belle, tu as du talent, on t'aime, regarde le nombre d'amis que tu as. Et en fait, je ne suis pas sûr, après coup, que ce soit les bons mots à employer. Parce que je pense que pour un suicidant, enfin si le terme n'est pas très gracieux, mais le fait de... c'est des personnes qui ont une image d'elles-mêmes un peu dévalorisée, un peu ou beaucoup dévalorisée. Et donc, le fait que l'on leur dise qu'on les aime, qu'ils soient beaux, accentue peut-être cet écart entre l'image qu'ils ont d'eux-mêmes et la réalité. Et donc, moi, je n'arrêtais pas de lui dire, mais oui, qu'elle avait tous les talents, voilà. Et voilà. Après coup, mais bon, c'est dit dans le film, et on en reparlera sûrement, on refait l'histoire de son enfant, on refait tout le passé, et bon, alors on trouve après des signes, mais qui sont justes ou pas, on reconstruit un peu tout ça, et voilà. Jacques, on voit un extrait de votre témoignage dans le documentaire. Immédiatement après la mort de Cassandre, j'ai écrit, moi. J'ai écrit 200-300 pages. Hein. J'ai écrit à ma fille toutes les nuits pendant 2 ans. Ça m'émeut. Je lui ai écrit. Enfin, j'ai écrit à ma fille. Et en même temps, je voulais tout me dire, moi, à moi. Qu'est-ce que j'ai, moi, envie de penser, de réfléchir, je veux que tout soit dit, je veux tout me dire. Et d'ailleurs, j'ai relu, d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que j'ai les larmes aux yeux, je l'ai relu, je l'ai jamais relu, mais je l'ai relu là, avant qu'on se voit. Je l'ai relu et je me dis, oh là là, il était mal le bonhomme avant, hein. Il était mal. Paul, 300 pages écrites durant 2 ans. C'était quoi? C'était l'envie de raconter à votre fille ce qu'elle ne vivait plus? C'était l'envie qu'elle soit encore là? C'était l'envie de ne pas l'oublier? C'était l'envie de revenir sur cette histoire? C'était quoi? D'abord, je voudrais dire que quand je revois ces images, elles sont difficiles pour moi, mais en même temps, elles reflètent la confusion dans laquelle les parents sont après le suicide de leur enfant. Il est difficile de... Je sais que j'avais employé une expression en disant que je demandais le droit à l'incohérence. C'est-à-dire qu'il y a des moments, le cerveau est tellement préoccupé, tellement centré sur le chagrin. Et en activité permanente. C'est une activité permanente. Et ça, dans le documentaire, je pense à d'autres mamans notamment qui le disent très bien. Voilà. Donc ça, je voulais juste te dire ça. Ces 300 pages, c'est que j'avais peur de perdre son image. Ça, c'est une chose très forte. J'avais très peur qu'elle s'échappe de moi. Voilà. Et que ce lien. Et quand je parle d'elle, on me l'a fait remarquer. C'est d'autres parents qui m'ont fait remarquer. Moi, je ne dis pas Cassandre. Je dis ma fille. Ce que vous faites depuis le début. Oui, depuis le début. Parce qu'en fait, Cassandre, c'est une personne. Ma fille, c'est ma fille. Et donc, chaque fois que je parle d'elle et que je dis ma fille, je restitue ce lien. Vous êtes avec elle. Je restitue ce lien. Et c'est très fort. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit mon chagrin. J'ai écrit tous les petits loupés, réels ou supposés. Et peut-être que je lui ai demandé pardon. Il y a quelque chose de ça. Oui, je lui ai écrit. Voilà, c'est comme ça. En tout cas, c'était un besoin quasi physique.
Je n'ai jamais écrit avant, je n'avais jamais écrit, je ne pense avoir aucun talent d'écrivain, mais c'était une nécessité. C'était impérieux, c'est très étrange. J'avais cette pulsion d'écriture. Oui, tout à fait. Dans votre parcours, votre couple a tenu, ce qui n'est pas toujours le cas. Non. Parce qu'il y avait beaucoup de paroles, beaucoup de mots qui étaient dits. Oui. Avec mon épouse, déjà avec notre fille, nous formions un trio. Donc c'est stable. Et puis à la disparition de notre fille, je crois que Rosine le dit dans le documentaire, elle est plus dans l'introspection. Elle a trouvé des échappatoires vers la musique notamment, vers la peinture, vers l'art. Moi, j'ai eu un besoin très fort de parler, et on a institué un rituel qui, sans le vouloir l'instituer, mais il s'est fait tout seul, où tous les matins, au petit déjeuner, avant de partir travailler, nous discutions. Nous discutions et nous discutons toujours d'ailleurs, et pas du travail, on discutait de notre vie, de l'histoire de notre fille, et je pense que la parole, ça aussi c'est quelque chose que j'ai découvert, c'est quelque chose que je ne suis pas du tout de ce milieu-là, mais la parole c'est quelque chose de très très réparateur, et si je peux en profiter pour dire au papa, que je ne vois pas beaucoup dans les groupes de parole et qui sont parfois très silencieux. Ils ne s'autorisent pas ? Ils ne s'autorisent pas, la culture est toujours présente, et donc j'encourage les papas à aller dans les groupes de parole, à parler, à partager, parce que je crois que les deuils différés, ce n'est pas réparateur, non, c'est pas bien. Donc voilà. Donc on a institué ce petit rituel. Dans le documentaire, on entend des proches qui disent que quand on n'a pas vécu une telle douleur, on ne peut pas comprendre ce que vous vivez. Est-ce que vous auriez pu témoigner comme vous l'avez fait face à une caméra tenue par quelqu'un qui n'a pas vécu le même drame ? Non, ça, je me souviens très bien quand Katia est venue nous voir à la réunion de Phare il y a à peine plus d'un an, à chercher des parents ou des proches, des proches, pas que des parents. Le témoignage des frères et sœurs m'a beaucoup bouleversé, et je tiens beaucoup à ce qu'il soit pris en compte. Mais je pense que ce que l'on vit n'est pas racontable et très difficile à comprendre. J'ai une petite anecdote à ce sujet-là. C'est un ami, enfin pas un ami, une relation qui me dit, oh là là, oui, juste après le décès de ma fille, il me dit, mais je comprends, j'imagine. Et puis tout d'un coup, il se reprend en disant non. Non, j'imagine pas, parce que c'est inimaginable. Et le problème, c'est que pour nous, parents, c'est tout autant inimaginable, sauf que ça nous arrive. Et que finalement, on va puiser une force insoupçonnée, insoupçonnable, mais qu'il est difficile d'évoquer et de partager avec d'autres. Je crois que... On parle aussi de la famille, c'est toujours très compliqué, et finalement, ces groupes de parole et cette réunion là, à l'initiative de Katia, franchement, c'est non seulement agréable, mais c'est réparateur. Ça fait du bien et ça fait guérir. Ensemble. Ensemble. Katia Chapoutier, bonsoir. Bonsoir. Merci. Je n'ai pas beaucoup de mots pour dire à quel point ce documentaire est magnifique et très utile en plus, effectivement, mais très particulier. Effectivement, donc vous avez connu ça, vous avez perdu votre sœur qui s'appelait Gisèle, qui était médecin, qui avait 5 enfants. Elle s'est suicidée en 2006, elle avait 47 ans, comme vous dites, ce n'est pas toujours des adolescents, elle avait 47 ans. C'était quoi le besoin pour vous en faisant ce film, en écoutant tous ses proches ?
Je crois qu'on a tous eu la même démarche et la même envie. On a voulu rendre utile ce qu'on ne pouvait pas changer. C'est-à-dire que on traverse une épreuve qu'on n'imagine pas. Et à un moment, on finit par revoir la lumière et on a très envie de se retourner vers ceux qui sont au début du tunnel pour leur dire ça va pas être facile, mais il y a de la lumière. Et on était tous d'accord là-dessus sur la forme du film. On voulait quelque chose de lumineux qui raconte la douleur, qui dise à ceux qui ne savent pas, voilà, c'est comme ça. Mais le mot vie dans le titre était très important. Le retour à la vie. Vous vouliez dénoncer aussi le tabou qui entoure le suicide, parce que ça gêne des gens qui ont perdu quelqu'un par suicide. C'est vrai que quand on dit il y a des gens qui se sont éloignés, parce qu'ils ne savaient peut-être pas mettre les mots, mais c'est quelque chose qui gêne. Essayez dans un dîner d'annoncer qu'un de vos proches s'est suicidé. Pour plomber l'ambiance, il n'y a rien de tel. Et ceux qui vous répondront, c'est d'autres grands brûlés de la vie ou d'autres endeuillés. Voilà. Comprendre la blessure. Et Arié, dans le film, a une très belle phrase où il dit que dans les groupes de parole, ce qui est fantastique, c'est que entre gens qui ont partagé la même chose, on dit beaucoup avec peu de mots. Alors on va tout de suite à l'essentiel. Voilà, alors que quand on parle à ceux qui ne l'ont pas vécu, on met beaucoup de mots. Moi, j'ai toujours l'image de mettre du papier bulle autour de ce qu'on dit pour pas heurter les gens. Mais finalement, c'est pas forcément toujours compris. Et ce que j'avais vraiment envie de montrer dans ce film, c'est cette parole sans les papiers bulles. Et aussi la force de vie qu'on voit dans les groupes de parole. Dans les groupes de parole, on pleure, mais il y a des éclats de rire tellement vivants que c'était l'idée, c'était montrer ça aussi. Parce que ceux-là aussi, ils sont essentiels et ils viennent vraiment du cœur. Et c'est ce que vous dites effectivement, Paul, quand on vous dit « oui, j'imagine, oui, je comprends ». Non, on peut ni comprendre, ni imaginer. Xavier Pomereau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychiatre au Centre Abadie, au CHU de Bordeaux, qui prend en charge des jeunes en difficulté. C'est un site hospitalier français qui offre des soins aux adolescents suicidaires, à ceux également qui souffrent de différents troubles graves dans l'anorexie. On le disait, on ne peut pas imaginer, on ne peut pas comprendre en quoi le suicide d'un proche est un deuil très particulier. Alors c'est un deuil très particulier parce que celui ou celle qui a décidé de mettre sa vie en jeu et en l'air va continuer à vivre dans la tête de ceux qui restent, mais avec un ingrédient terrible qui est la culpabilité. C'est-à-dire que pour tous les endeuillés par suicide, tous, quelles que soient les raisons qu'ont pu donner les personnes qui se sont tuées, toujours, les entourages se poseront ces questions terribles. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu ? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait ? Qu'est-ce qu'il aurait fallu voir ? Et Paul le disait très bien tout à l'heure, il y a des gens qui sont frappés par ce drame et qui ne comprennent pas et qui ne comprendront sans doute jamais, parce qu'il y a aussi des suicides énigmes dans lesquels on ne comprend pas, il n'y a rien à comprendre, on ne sait pas pourquoi. La souffrance de cette personne, sa vibration identitaire a été telle que il ou elle a mis sa vie en jeu. Et ça, c'est terrible. La culpabilité, j'accueille, je reçois aussi des parents endeuillés par le suicide de leur adolescent, 5 ans, 6 ans, 10 ans plus tard. Même quand ils vont beaucoup mieux, même quand ils sont du côté de la vie, ils ont par moments encore cette culpabilité qui revient et qui, de manière lancinante, vient les exaspérer leurs souvenirs. C'est ça qui empêche la reconstruction, de ne pas arriver à accepter qu'on n'ait pas pu aider, qu'on ne comprenne pas tout forcément, que tout l'amour qu'on a pu porter n'était pas forcément suffisant. Il faut accepter tout ça. Il faut accepter de pouvoir faire avec, finalement, cette ultime volonté qu'a eu le suicidé à son corps défendant. Parce que ce qu'il faut qu'on comprenne bien, c'est que tous les suicidaires ont d'abord et avant tout comme idée de faire cesser une souffrance qui est insupportable. Pas forcément de mourir. Non. Qu'elle soit liée à la maladie ou qu'elle soit liée à des aléas de la vie ou à des traumatismes, cette vie leur est insupportable. La deuxième chose, c'est qu'ils ne veulent pas s'en remettre au destin. Ils disent pas il m'arrivera peut-être malheur et tant mieux, pas du tout. Ils disent je veux reprendre en main mon destin. Et donc il y a aussi cette volonté d'agir, de pas se laisser en fait subir. Oui. Voilà. Et puis la troisième chose qui est très compliquée à déplier, c'est que derrière
toute idée suicidaire, il y a une très forte vibration identitaire. C'est d'ailleurs très bien restitué dans le film de Katia, où on voit bien que finalement, ce qui est probablement commun à toutes les personnes qui ont voulu se suicider, c'est d'avoir une hypersensibilité, quelle que soit, encore une fois, la maladie ou pas qui est à l'origine de tout ça. Une hypersensibilité, une vibration identitaire très forte, et le besoin du coup d'exister autrement, y compris malheureusement à titre posthume, en occupant à jamais la tête de ceux qui vont rester. Et c'est le cas. C'est-à-dire que toutes ces personnes endeuillées portent en elles le défunt. Et je pense que leur résolution, c'est pas d'oublier, de mettre de côté, c'est de faire vivre avec eux le défunt en se disant, ben voilà, ça s'est passé, on ne peut pas revenir là-dessus, on ne saura peut-être jamais pourquoi, mais maintenant que ce malheur nous est arrivé, on va essayer d'en faire quelque chose avec le défunt, en quelque sorte, avec son souvenir. Et comment vous pouvez aider quelqu'un à dépasser l'idée que d'aimer ne suffit pas ? Ça, c'est compliqué, parce qu'en effet, on a toujours la croyance, le sentiment que aimer, ça va suffire à aider quelqu'un. Non. Pour se sentir exister, il faut se sentir avoir une place, une position, une histoire qui est reconnue par les autres. Et parfois, comme le disait très bien Paul, c'est du fait de la maladie, le sujet lui-même a l'impression qu'il n'a pas de place, qu'il ne trouvera jamais sa place. Donc c'est pas seulement l'amour, c'est lui donner la possibilité d'être reconnu. Le travail qu'on fait, et je crois que Thérèse Agnier à Phare Enfants Parents le fait aussi à sa manière, notre travail, si je puis dire, qu'on soit professionnel ou bénévole, c'est d'essayer d'aider ces personnes en détresse à se sentir reconnues et à cesser d'être dans cette vibration identitaire qui les fait tant souffrir. Je crois que c'est ça, si vous voulez, ce qu'on peut essayer, en tout cas, d'apporter. Thérèse Agnier, donc bonsoir. Bonsoir. Vous avez eu également la douleur de perdre votre fils, Jean-Alain. Vous êtes la fondatrice et la présidente de l'association, donc Dr Pomeroy vient de citer, Phare Enfants Parents, qui vient en aide aux familles endeuillées, mais également qui s'occupe et qui se bat pour la prévention. J'allais dire que c'est peut-être presque plus facile d'aider des familles endeuillées que de s'occuper de prévention, parce qu'il y a là aussi quand même un énorme tabou et un immobilisme quand même assez important, malgré tout, toujours sur la prévention du suicide. Oui, tout à fait. C'est peut-être pas plus facile non, mais j'entendais, de s'occuper des on parents se dit la endeuillés. prévention, ça doit être facile parce qu'on va être suivi par les autorités, par tout le monde. C'est pas aussi simple que ça. Non, en tout cas, en ce qui me concerne, ça s'est imposé à moi d'agir en termes de prévention plutôt que d'être dans cette démarche d'aider les endeuillés. Je n'y pensais pas d'ailleurs au début. C'est une demande qui a émané par les parents eux-mêmes et j'ai mis en place ce groupe de parole qui perdure et qui est magnifique il y aurait beaucoup à raconter autour du groupe de parole. En tout cas, c'est ce dont je suis le plus fière pratiquement dans le cadre de cette association que j'ai fondée maintenant il y a presque 27 ans. Et 7 ans après le suicide de mon fils, j'avais eu le temps de mûrir les choses parce que très rapidement, ça a été comme un voile qui se levait pour moi. J'ai compris ce que j'avais loupé, ce que je n'avais pas vu, j'avais confondu, il avait 18 ans, pour moi ça allait passer, c'était la crise de l'adolescence, et ça a été vraiment une prise de conscience qui m'est venue malheureusement trop tard. Et la prévention, j'ai tout découvert à ce moment-là. Je n'avais rien compris, mais je connaissais pas non plus ce qui existait, etc. Il n'y avait pas les moyens de communication d'aujourd'hui, aussi Internet, etc. Et je me suis rendu compte que finalement, il n'y avait pas grand-chose de fait.
Et c'est petit à petit, avec l'aide d'autres associations aussi, d'autres personnes, eh bien, on a mis en place des rencontres qui permettaient de démarrer des politiques de prévention du suicide. Alors, il y a eu effectivement différents plans et différentes actions. Et on a l'impression que là, depuis peu, on régresse un petit peu quand même. Alors en tout cas, c'est mon impression et ça fait partie d'un cheval de bataille que nous avons déjà enfourché depuis longtemps. Mais là, aujourd'hui, considérant que les recommandations qui ont été faites au niveau du Haut Conseil de santé publique et qui ont l'air d'influencer la politique du ministère de la Santé, eh bien, il ne faut plus parler du suicide, il faut aller uniquement dans le sens du bien-être. On parle de santé mentale maintenant et plus de suicide. En fait, on change un peu les termes, donc on a enlevé un peu le mot suicide. Ben, là, on le dit clairement qu'il ne faut même plus l'utiliser, même pas quand on va dans les écoles, alors que c'est quelque chose de très important que d'aller rencontrer les élèves. Quelquefois, ils sont dans une classe, on en a l'exemple tous les jours, nous, où il y a des scarifications, où il y a des insultes qui circulent, il y a un mal-être profond qui est ressenti par les enseignants, etc. Et puis, on fait appel à nous, mais de plus en plus rarement parce qu'il y a d'autres cellules psychologiques mais qui n'agissent pas non plus avec la démarche de parler de suicide. Donc vous voyez, on est dans des faux semblants. Et là, quand on va dans des classes comme ça, il faut expliquer ce qui ne va pas et pourquoi éventuellement, parce que l'adolescence, c'est toute une période de vulnérabilité, d'expression. On est envahi par la question hormonale avec les impulsivités, etc. Ils ne savent pas, on n'en parle jamais de ça dans les écoles, de ce que c'est que l'adolescent. Et là, on ouvre des portes. Et ça va aussi, le mal-être, c'est quoi? Et quand on peut en parler à son camarade, pourquoi il a ce comportement, là, c'est pas de lui dire, allez, vas-y, t'es pas capable, vas-y. Eh bien, nous, on apporte tout un discours qui leur permet de comprendre, de réagir et d'être dans une parole et qui va aider l'autre et soi-même. On va essayer d'aider justement les proches en voyant comment on peut faire de la prévention, comment on peut éventuellement repérer. On va revoir juste un extrait, parce que dans le documentaire, il y a des paroles vraiment qui nous hantent, hein, tant est perceptible l'idée que personne n'est à l'abri d'un tel drame. On va réécouter le témoignage de Laurence, dont la fille aînée, Lucie, s'est suicidée à l'âge de 20 ans. Écoutez-la. Jamais j'aurais imaginé qu'il me serait arrivé un truc pareil, quoi. Des fois, je me dis... C'est irréel. Oui, c'est tout à fait ça. La perte d'un enfant, c'est une chose, mais perdre dans ces circonstances-là, c'est elle qui a choisi de faire ça et qui s'est donné la mort. Pour moi, c'est un tsunami, c'est quelque chose qui chamboule tout, qui fait perdre tous les repères. Ça déstabilise tellement, on est totalement perdu, on sait plus rien, oui, c'est un vrai tremblement de terre, un tsunami, c'est tout en même temps. Alors pour comprendre que c'est vraiment un enjeu de santé publique, on a des chiffres qui ne bougent pas beaucoup sur les suicides et les tentatives de suicide. Alors, on a des chiffres qui sont en baisse quand même depuis 2000 environ, justement, dès le premier plan national de prévention du suicide. Ce n'est peut-être pas uniquement cela, grâce à un plan, mais ça a favorisé une mobilisation à la fois des professionnels, des associations, et aussi une sensibilisation du grand public. Et finalement, il y a surtout une baisse au niveau du suicide des jeunes. Tant mieux, c'est quelque chose de bien, mais quand on constate, et tout le monde peut le ressent comme ça, surtout les parents qui sont concernés par les tentatives de suicide ou le suicide, quand on voit une politique de sécurité routière qui fait pleurer je regrette de dire ça parce que c'est aussi dramatique, évidemment, sur quelques morts de plus ou de moins, etc., alors qu'on ne
parle pas, on n'a vraiment pas une politique qui prend à bras le corps cette question-là, le suicide. Près de 10 000 morts, Mais les près de 10 000 tentatives morts de par suicide suicide et de 120 000 à peu près augmentation. tentatives de suicide. Pour faire la prévention, je pense qu'il faut quand même essayer de lutter contre certaines idées reçues qui perdurent. Par exemple, Xavier Pomereau, les proches pensent souvent qu'à partir du moment où quelqu'un parle de suicide, déjà c'est une sécurité, il ne va pas passer à l'acte. Oui, alors ça c'est bien sûr une idée tout à fait erronée. Celui qui en parle peut tout à fait malheureusement le faire. Et donc il faut prendre au sérieux toute personne, jeune ou pas jeune, qui commence à dire de toute façon je vais bientôt en finir, j'en ai assez, vous serez bien débarrassé sans moi, si ça continue, point de suspension, etc. Tous ces propos-là doivent en réalité être pris au sérieux et on peut demander, et on doit demander à la personne si elle peut avoir en ce moment des idées noires, si elle pense parfois au suicide comme solution à ses problèmes. On doit oser poser ce genre de questions. D'en parler, ça Mais n'incite bien pas. sûr que non, parce que n'importe qui va mal a forcément une idée qui peut lui traverser l'esprit que ça serait peut-être une solution à ses difficultés que de se supprimer. Donc, de toute façon, l'idée de suicide peut naître dans la tête de n'importe qui. Là où elle devient inquiétante, c'est quand elle devient insistante, quand elle devient récurrente, qu'elle revient avec des scénarios, avec des choses qui commencent à s'organiser autour de l'acte. Et là, on peut sauver quelqu'un en osant en parler Voilà, avec et on lui. imagine, surtout des professionnels, parce que Paul le disait, à ces expressions, quand sa fille en parlait, sa réponse c'était évidemment « mais t'es la plus belle de toutes, t'es la meilleure de toutes qui est, effectivement, vous le disiez, peut-être pas ce qu'elle attendait, mais en l'occurrence, ce que tout parent fait. Il n'y a que des professionnels pour savoir quoi dire. Hein. Oui, mais j'ai envie de dire, dans le cas de Paul, il y avait aussi la maladie psychologique de sa fille. Donc, quelle que soit de toute façon, je pense, l'attitude qu'il aurait pu avoir en regard en parler ou pas en parler, malheureusement, sa fille avait d'autres raisons, elle, dans sa tête, que de vouloir se supprimer. Mais en tout cas, ce qu'il faut vraiment qu'on sache, c'est qu'on peut sauver la vie de quelqu'un en osant lui en parler, parce qu'on l'autorise à ce moment-là à pouvoir justement aborder un sujet qui est extrêmement tabou. Les suicidaires nous le disent très bien. Quand ils ont un professeur à qui ils ont écrit dans une copie de toute façon la vie ça vaut rien, à quoi ça sert de vivre, etc., et que ce n'est pas repris, ils ont l'impression que le professeur en question ne va pas accepter d'entendre quelque chose. Alors que celui ou celle qui serait capable de dire à son élève « Là, tu vois, je suis très inquiet parce que tu as écrit dans ta copie. Je me demande si ça ne te traverse pas l'esprit parfois d'avoir ces idées-là. Est-ce qu'on peut en parler ?» Eh bien, cette ouverture-là, cette reconnaissance-là peut absolument sauver quelqu'un. Et la reconnaissance de la souffrance, effectivement. Absolument. Katia, votre sœur, elle avait exprimé quelque chose avant ? Oui, par exemple, quelques semaines avant, elle avait dit « j'ai tout raté ». En parlant de sa vie, ça c'est une Médecin, phrase... mère de 5 enfants. Oui, ça c'est une phrase, effectivement, nous on ne savait pas, maintenant on le sait. C'est une phrase lumière rouge, on va dire. De la même manière que quelques jours avant qu'elle passe à l'acte, un proche m'avait dit qu'elle évoquait l'idée de mettre fin à ses jours. Et comme le dit le docteur Pomereau, j'ai balayé ça d'un revers de main en disant « si elle le dit, elle ne le fera pas ». Parce qu'aussi, ça paraît tellement inconcevable. C'est ça, bien sûr. Mais après, c'est compliqué aussi de... Voilà. Après, on a vraiment envie de dire au monde entier, si quelqu'un dit... Même, là, c'était pas le cas, mais même si c'était un chantage au suicide, un chantage affectif, après, il y a le risque de la surenchère. Et la dernière marche du chantage affectif, c'est le passage à l'acte. Donc, même si c'est un chantage au suicide, ça doit être entendu. Et effectivement, j'ai accueilli par des professionnels, parce que les proches, on ne peut pas tout faire. Et on n'est pas les mieux placés, me semble-t-il, pour aider les grandes souffrances. On l'a dit, là, il y a les mots, les appels à l'aide, les menaces. Qu'est-ce qui doit alerter sinon? Je veux dire, on imagine bien que la scarification, ça peut être grave, mais des comportements un peu excessifs, des comportements, des excès d'alcool, de différentes choses. Qu'est-ce qui vraiment doit alerter? Alors, ce qui doit alerter, c'est les conduites de rupture, parce que tout ce que vous venez de dire, ce sont des conduites de rupture. L'ivresse prononcée, la fugue, les scarifications, c'est des coupures au sens propre ou au sens figuré. C'est bien que tous ceux qui pratiquent l'ivresse ne vont pas se suicider. Non, donc, voilà. mais la question qu'on doit se poser absolument, quand quelqu'un répète ce genre de comportement, c'est de quoi
veut-il se couper? Qu'est-ce qui l'amène à vouloir être en coma éthylique et à insister? C'est-à-dire, c'est pas une fois, ça revient. Qu'est-ce qui l'incite à se scarifier tout le temps? Qu'est-ce qui fait que cette personne part en fugue et espère échapper à ses problèmes? Voilà. On doit se poser la question, de quoi la personne tente-t-elle de couper? Parce que l'ultime coupure, malheureusement, bien c'est malheureusement le suicide. Et ce qu'on voit dans les antécédents de jeunes gens suicidaires, c'est très souvent qu'ils ont d'abord eu des conduites de rupture de ce type, par exemple la fugue. 80% des jeunes gens que je reçois dans mon service ont déjà dans le passé fait une fugue. Et donc, c'était probablement les prémices de leur souffrance et probablement qu'ils ont voulu à ce moment-là se débarrasser de quelque chose. Les filles et les garçons manifestent de la même façon? Non, les filles et les garçons ne le manifestent pas de la même manière. Les filles le font davantage sur des troubles qui les concernent, elles et leur corps. Les scarifications sont par exemple plus nombreuses chez les filles, alors que les garçons sont plus dans des conduites de rupture à l'égard du corps social. Des actes de vandalisme, scarifier les abribus, en quelque sorte, ça sera des comportements davantage masculins. Mais là encore, il faudrait pouvoir retenir que très souvent, un jeune qui se livre à ce genre de choses de manière tout à fait gratuite est un jeune qui ne va pas bien. Et est-ce qu'avec ces jeunes qui ne vont pas bien, quel que soit le comportement qu'ils manifestent, quel que soit l'appel qu'ils font, il y a suffisamment de prise en charge aujourd'hui? Et est-ce qu'une prise en charge permettrait vraiment d'éviter le passage à l'acte? Alors, suffisamment, je ne crois pas encore. Il y a des efforts incontestables. Les maisons des adolescents sont des endroits qui sont vraiment des endroits importants. Il y a des services qui s'organisent. On essaie, dans le domaine de la santé et du médico-social, d'organiser des choses. Mais c'est vrai qu'il manque encore des moyens, en particulier chez les très jeunes, car l'évolution, Thérèse Agnier le disait très bien tout à l'heure, les chiffres ne vont pas en augmentation, mais par contre, il y a une plus grande précocité d'entrée dans les troubles. Il y a de très très jeunes gens qui aujourd'hui peuvent se mettre en difficulté et en souffrance identitaire et suicidaire. Et donc il faut les reconnaître, les recevoir et oser avec eux se demander la question que je posais tout à l'heure. De quoi est-ce que je me coupe quand je me fais du mal, quand j'essaie de partir en fugue, quand je pratique des conduites de rupture? Alors Paul, vous avez participé à l'association de Thérèse avec des groupes de parole. Après, vous avez voulu créer justement votre association pour aider justement ces jeunes à trouver le plus vite possible le bon interlocuteur pour qu'il n'y ait pas ce vide sans aide. Oui. D'abord, j'ai été membre actif de Phare Enfants Parents et je dirais j'ai tout appris cette problématique à Phare. Mais effectivement, à un moment, j'ai voulu être, en tout cas par un engagement personnel, dans la prévention parce que je me sentais, on l'a dit tout à l'heure, coupable de ne pas avoir vu. Et pour réparer peut-être quelque chose, je voulais vraiment être uniquement dans la prévention, parce que les groupes de parole, j'y suis très bien et j'adore ces échanges, mais je voulais être dans la prévention et donc j'ai créé avec d'autres une association où on met en lien, c'est une plateforme qui accueille les personnes qui sont proches des jeunes ou les jeunes directement, et on les met en lien avec un psychologue ou un psychothérapeute, un psychologue, psychiatre parfois, si le cas est plus sérieux, en ville, un psychiatre en ville, et rapidement, et on prend en charge les premières séances gratuitement. Voilà. Et, c'est un exercice d'équilibriste, parce que les finances sont très faible et on ne se sent pas très soutenu. Je crois que Thérèse l'a dit tout à l'heure, Xavier l'a dit également, les pouvoirs publics ne sont pas très... ils regardent un peu ailleurs, pour te dire. Ils regardent un peu ailleurs. C'est une question de tabou. On l'a bien compris, on va finir avec ça. La reconstruction, elle passe aussi par ça, par le fait de pouvoir aider. Vous aussi, Thérèse, c'est clair. Est-ce que dans le documentaire, Katia, il y en a d'autres parmi ceux qui ont témoigné, qui se tournent vers les autres justement pour essayer
d'avancer? Je crois qu'on peut dire que chaque personne qui a participé à ce documentaire, d'une manière ou d'une autre, Janine le dit très bien, elle dit « ça m'a autorisé en quelque sorte à continuer ma vie ». Parce que je me posais un peu la question. Puis il y a le cas de Sima, c'est très joli. Sima, elle a changé carrément de vie. Elle a décidé de devenir coach. Elle vient d'avoir son diplôme il y a quelques semaines. Il y a aussi Alice qui a perdu son compagnon, qui a décidé, elle, de passer un diplôme pour accompagner le deuil. Et elle veut fonder une association pour accompagner les conjoints endeuillés. Voilà, tout un chacun se rend compte qu'en se tournant vers les autres, il y a une force qui permet d'aller de l'avant qui est précieuse. Aider les autres, c'est s'aider soi-même. Merci beaucoup à tous les quatre. Katia, je voulais rappeler, il y a un livre évidemment avant ce documentaire, La vie après le suicide d'un proche, témoignage d'espoir, c'est aux éditions Le Passeur, et le documentaire qui peut être revu évidemment en replay, ainsi que le débat sur le site France TV. Xavier Pomereau, deux livres, Le goût du risque à l'adolescence, c'est aux éditions Albin Michel, et L'adolescent suicidaire, c'est chez Duno. Et puis également ce livre de l'association Phare, Vivre avec nos chemins après le suicide de notre enfant. Donc c'est des témoignages de parents, Phare enfants-parents, pour pouvoir vous le procurer. Vous allez sur les coordonnées de l'association Phare enfants-parents qui s'affichent en bas de l'écran. Merci beaucoup à tous les quatre. Très belle fin de soirée à toutes et à tous sur France 5. Tout de suite, C'est dans l'air, présenté par Caroline Roux. Et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission du Bon en face. Très bonne fin de soirée.